Vous avez 10 000 $ à mettre dans un poisson? Pêché en pleine mer, il passe par la conserverie avant de finir en sandwich. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se passer de lui. Son corps puissant, lisse et brillant est taillé pour la vitesse. C'est le seul poisson qui mérite d'être qualifié de sexy. Mais l'espèce est fortement menacée par la surpêche. Ce sont les poissons les plus prisés au monde. Certaines personnes cherchent désormais à préserver ces géants de l'océan. Mais est-ce qu'il est possible de les élever en captivité? Dans Méga Navire, pêche au thon. Chaque matin, dans les ports et villages côtiers du monde entier, les pêcheurs s'équipent et préparent des appâts avant de partir en mer. Leur objectif? Capturer le poisson le plus puissant et le plus goûtu d'entre tous, le thon. On distingue la pêche à la canne avec des appâts vivants pratiqués au nord du Pacifique, de la pêche à la palangre au large d'Hawaï et de la pêche à la Seine en Méditerranée. Chaque année, c'est environ 4 millions de tonnes de thon qui sont prises par les navires, soit presque 700 grammes par personne sur Terre. C'est bien lui le poisson le plus apprécié de tous. Quand on pense au thon, on pense tout de suite au sandwich au thon. Mais ce sont en fait de magnifiques créatures dont le grand public ignore tout. Le thon est sans doute le poisson le plus hydrodynamique du monde. S'il fallait inventer un animal capable de se mouvoir dans l'eau à la perfection, il aurait sans doute cette apparence. Le mot thon vient du grec tuno, qui veut dire se dépêcher. C'est bien trouvé au vu des remarquables aptitudes du thon pour la nage. Son corps de forme ogivale est taillé pour la vitesse et les grandes distances. Certains spécimens ont été enregistrés à 80 km/h. Quand les thons accélèrent, leurs nageoires se rétractent pour former des rainures, et la surface de l'œil ne dépasse pas du reste de la tête. On trouve des thons dans tous les bassins océaniques, à l'exception des pôles. Ces nomades parcourent des distances incroyables. Il leur suffit généralement de quelques semaines pour migrer d'un océan à un autre. Les thons sont comme les requins. Ils ne se reposent jamais. Ils doivent parcourir une distance équivalente à la longueur de leur corps chaque seconde pour répondre à leurs forts besoins en oxygène. Certaines espèces, le thon rouge par exemple, ont le sang chaud. En maintenant une température corporelle légèrement supérieure à celle de l'eau qui les entoure, leurs muscles déjà vigoureux sont capables de fournir un effort supplémentaire. Les thons sont les poissons osseux les plus remarquables parmi les 20 000 espèces de poissons existantes. Les thons sont à la pointe de l'évolution des poissons osseux. On dénombre une douzaine d'espèces de thons. Les plus petits sont pêchés et mis en conserve. L'albacore ou la bonite à ventre rayé. Mais il y en a de très grands et de très rapides comme le thon rouge. On dit que c'est la Porsche des océans. Tout concorde. Le poids, la vitesse, le prix. Le thon peut peser jusqu'à 680 kg. Il est très rapide grâce à sa forme hydrodynamique. Et il se vend à prix d'or, 100 000 $ par tête. C'est un animal extraordinaire. Les thons sont des prédateurs, quelle que soit l'espèce. Ils se nourrissent généralement dans les bancs de poissons plus petits. Ce poisson est presque au sommet de la chaîne alimentaire. Il a très peu de prédateurs naturels. Bien sûr que les thons ont des prédateurs, les requins de grande taille notamment, et leur prédateur le plus vorace, les hommes. Le thon a beau avoir hérité d'une grande vigueur, il est relativement facile à attraper. Les Portugais et les Italiens ayant émigré aux États-Unis au début du XXe siècle ont importé une technique traditionnelle de pêche à la canne. 100 ans plus tard, une association familiale indépendante la pratique encore à San Diego. Ils pêchent les poissons avant de les mettre en conserve et de les vendre sous leur propre marque, American Tuna.
Cette technique de pêche, c'est pour les sportifs sous stéroïdes. Pas d'autre façon de le décrire. La technique est centenaire. C'est comme ça qu'a commencé l'industrie du thon. Chaque année, de juin à novembre, Jack Webster et ses collègues ratissent les eaux du Pacifique à la recherche de thon blanc. Leur équipement est minimaliste. J'ai une canne de 3 mètres environ avec une ligne d'1,80 m au bout. Le fil est en acier inoxydable, un leurre au bout, c'est tout. La traque du thon repose à la fois sur l'expérience des pêcheurs, qui repèrent la présence d'oiseaux de mer par exemple, et sur les aides électroniques. Le bateau est équipé d'une sonde qui repère les poissons sous le navire grâce aux ondes sonores. D'un sonar pour ceux qui nagent en amont du navire et sur les côtés, et d'imagerie satellite. Le germon est un thon à viande blanche des eaux tempérées. On le trouve à des latitudes qui correspondent aux mers plus froides, entre 14 et 18 degrés en surface. La bonite et l'albacore se trouvent plutôt dans les eaux tempérées, les mers tropicales et subtropicales, à des températures oscillant entre 20 et 29 degrés. Une fois que les pêcheurs ont repéré un banc, quelqu'un se charge de jeter des appâts vivants, en général des anchois ou des sardines, pour attirer les thons. Les pêcheurs descendent sur les ponts de pêche en acier pour être aussi proches que possible du niveau de l'eau. On a une prise ici. Il faut mettre son pied là-dessous. Le rebord ici, c'est pour appuyer son genou. Et l'autre pied en arrière pour garder l'équilibre. On jette le calamar dans l'eau. Il y a une queue artificielle sur la canne. On tape l'eau comme ceci pour faire croire au thon qu'il se passe quelque chose. Quand le poisson mord, on tend les bras en V. Comme ça. On ramène celle-ci contre soi pour avoir une prise solide sur le bout de la canne. L'autre bras bien tendu. Une fois le poisson ferré, on tient sa canne à 2 mains. On le tire derrière soi et il tombe sur le pont et on recommence. Les pêcheurs à la canne attrapent les poissons un par un et jettent toujours leur prise par-dessus l'épaule droite. L'hameçon a été conçu pour se décrocher facilement. Cet hameçon est en forme de L. Il n'est pas aussi recourbé qu'un crochet normal. Il faut donc garder une tension constante. Une fois le poisson derrière votre épaule, il suffit de relâcher un peu la tension pour qu'il se décroche de la gueule du poisson et que ce dernier tombe sur le pont. On peut ensuite le replonger dans l'eau. Le bateau de nos pêcheurs à la canne peut contenir jusqu'à 55 tonnes de thon. Extraordinaire, les amis. Vous avez bien travaillé. Une solution de saumure réfrigérée permet de congeler les poissons avant qu'ils n'arrivent au port. Parfois, on a l'impression d'être des dinosaures. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est de savoir si on utilise encore cette technique aujourd'hui. Je suis très heureux de faire ce métier. Ça ne me pose aucun problème. La pêche au thon à l'échelle mondiale brasse plusieurs centaines de milliers de tonnes de thon blanc. La pêche dans le Pacifique Nord est estimée à 10 000 tonnes. Ce n'est donc qu'une fraction des thons pêchés. Dans les faits, la pêche à la canne ne concerne que 5% des thons pêchés dans le monde. Ce sont les navires-usines qui capturent la grande majorité des thons. Pour ce faire, 2 méthodes. La première, c'est la palangre. Des centaines d'hameçons équipés d'appâts sont attachés à de longues lignes de pêche mesurant entre 65 et 80 km pour les plus longues. La palangre compte pour 14% des thons pêchés dans le monde. Bien que très efficace sur les thons, cette technique est dangereuse pour les autres espèces non ciblées. La palangre est un souci réel pour nous parce que les requins, les tortues et les oiseaux marins en sont victimes. La deuxième méthode, c'est la seine. Elle consiste à entourer un banc de poissons avec un filet en forme de poche appelé seine. En tirant sur un câble enchâssé dans des anneaux lestés en bas du filet, les pêcheurs referment le bas de la seine pour former une poche, capturant ainsi les poissons à l'intérieur. L'énorme filet peut capturer plus de 3000 thons en une seule prise. Environ 60% des thons sont capturés de cette manière. Beaucoup d'animaux sont victimes de cette méthode, et notamment les dauphins, qui ont pour habitude de nager au-dessus des bancs d'albacore.
De la fin des années 1950, quand les premiers pêcheurs commerciaux commencèrent à pêcher à la Seine, jusqu'au début des années 1970, on estime le nombre de dauphins morts dans les Seines à 350 000. Avec les innovations technologiques, par exemple les trappes qui permettent aux dauphins de s'échapper, et l'adoption de la loi sur la protection des mammifères marins en 1972, ce nombre a nettement diminué. Mais des milliers de dauphins perdent encore la vie dans ces filets chaque année. On ne peut pas se permettre de piller ainsi les océans pour de simples sandwichs au thon. Il faut qu'on mette un terme à la pêche à la palangre, à la seine et à toutes les autres techniques destructrices. Il existe des méthodes plus sélectives, comme la pêche à la ligne, qu'il convient de favoriser. L'aquarium de la baie de Monterey, en Californie, veille à sensibiliser le grand public aux techniques de pêche. Son programme de surveillance des produits marins permet entre autres d'aider les consommateurs à identifier quels poissons sont attrapés par des méthodes durables et lesquels ne le sont pas. Cet aquarium est également le seul en Amérique du Nord à abriter des thons rouges et des thons albacores. 11 espèces se partagent le bassin de plusieurs milliers de mètres cubes. Mais les thons rouges, qui pèsent chacun quelques centaines de kilos, volent la vedette aux autres. Les visiteurs les trouvent toujours impressionnants. Ils adorent voir les thons évoluer dans les bassins qui simulent leur habitat naturel. C'est un animal qu'on ne trouve que rarement en captivité. Il requiert plus de soins et de patience que les autres. Les thons rouges ont le sang chaud et un métabolisme plus élevé. Ça explique leur gros appétit. Dans la nature, les thons rouges atteignent leur taille immense en se gavant de poissons, de crustacés, de calamars et d'anguilles. À l'aquarium, ils sont nourris 4 fois par semaine, avec 11 kg de sardines, 18 kg de calamars et 6 kg de gel enrichi en vitamines. Les thons sont un peu difficiles. Ils ont tendance à délaisser le gel. On le leur donne donc en premier avec le calamar. Ils adorent les sardines, c'est ce qu'on leur donne en dernier, une fois qu'on est certain qu'ils ont absorbé tous les nutriments et toutes les vitamines dont ils ont besoin. Les thons de l'aquarium de la baie de Monterey ne finiront jamais dans l'assiette de qui que ce soit. Contrairement à ceux-ci, qui sont victimes de la liaison passionnée qu'entretient l'Amérique avec le thon en boîte. Les conserveries de ce type transforment des quantités de thon à vous faire tourner la tête. Le thon est le poisson le plus consommé aux États-Unis. Bouilli ou grillé, en sandwich ou en sashimi, un Américain en mange en moyenne 1,3 kg par an. Le thon en boîte est loin en tête. Les Américains consomment chaque année 500 millions de kilos de thon en boîte ou en sachet. C'est plus d'un tiers de leur consommation de produits de mer. Ce que peu de gens savent, c'est que l'industrie du thon a débuté en 1903 par accident. Au début du XXe siècle, on attrapait rarement des thons, sans parler de les mettre en conserve. On raconte qu'un pêcheur de sardines, qui n'avait pas réussi à en attraper assez pour son entreprise de conserve de sardines, se rabattit sur le thon blanc. Il attrapa de petits thons qu'il mit en boîte. Il eut beaucoup de succès dans tout le pays, et le thon entra dans le régime alimentaire des Américains. En 10 ans, 9 usines se sont implantées sur la côte Pacifique, chiffrant une production annuelle de 115 000 conserves. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains envoyés en Europe avaient besoin de nourriture riche en protéines et pratique à transporter. Le thon en boîte fit parfaitement l'affaire. Dès les années 1950, les États-Unis étaient déjà le plus grand producteur-consommateur de thon en conserve. Bumblebee est l'une des premières conserveries américaines et la seule usine majeure encore en activité. À l'origine, l'entreprise faisait des conserves de saumon. Vers 1940-1945, elle a fait du thon en boîte sa gamme principale de produits. Dans cette conserverie californienne de Santa Fe Springs, le thon est désormais le seul poisson proposé. Et pas en petite quantité. Notre usine de transformation du thon à Santa Fe Springs est la plus productive du monde. On reçoit 200 tonnes de poissons chaque jour et on produit 40 000 conserves journalières. Le thon entre par une porte et 40 000 boîtes sortent de l'autre, tous les jours.
Le thon Bumblebee est pêché dans les mers du monde entier, même en Asie du Sud-Est. 4 espèces sont représentées. Le thon blanc, la bonite, le thon obèse et l'albacore. Nos thons blancs sont tous pêchés à la palangre, ce qui veut dire que chaque poisson mord à un hameçon individuel. Les bonites, les thons obèses et les albacores sont capturés à la Seine. Les poissons sont congelés en blocs et enroulés dans du plastique pour le transport. Mais pas avant d'avoir été préparés, vidés, désossés dans des usines à l'étranger. Ici, aux États-Unis, on ne transforme pas le poisson entier. On ne reçoit que des lots de filets. Il n'y a que ça dans nos conserves. Des filets de thon. Avant de le mettre en conserve, il faut d'abord décongeler le thon. À Bumblebee, un tunnel de décongélation a été créé dans ce but. Les thons y entrent durs comme du béton et ressortent à 10 ou 12 degrés. C'est ensuite l'heure de la mise en boîte à proprement parler. 7 lignes indépendantes les unes des autres tournent tous les jours, 24 heures sur 24. Certaines sont réservées au thon blanc, tandis que d'autres ne traitent que le thon émietté, de la bonite en général. Les machines sont programmées pour mettre 150 grammes de miettes de thon ou de morceaux de filet dans des boîtes. Chacune peut produire jusqu'à 600 conserves à la minute. 2 millions de conserves, 2 millions de ces petites boîtes de 150 grammes que vous voyez dans tous les supermarchés. Et ensuite, on ajoute le liquide. De l'huile, un bouillon de légumes ou simplement de l'eau. D'expérience, on sait que les Américains préfèrent les produits conditionnés dans l'eau. En Europe, c'est différent. Les gens préfèrent le conditionnement dans l'huile. Les conserves pleines sont ensuite acheminées vers les lignes d'assemblage où les sertisseuses les mettent sous vide. Ces sertisseuses peuvent distribuer et sceller entre 100 et 800 couvercles à la minute. De puissants monte-charges aimantés transportent ensuite les conserves scellées dans de grands bacs en métal. Les bacs sont passés en lot de 12 dans d'immenses fours pressurisés qu'on appelle fours de revenu, afin de cuire et de stériliser le poisson. Chaque four peut faire cuire jusqu'à 12 000 conserves à la fois. Nous avons 9 fours de revenu pour cuire nos produits. On les laisse environ 2 heures à 110-115 degrés. Et voilà, c'est prêt à être emballé. Une fois qu'elles ont refroidi, les boîtes sont passées dans une machine à rayon X pour vérifier qu'il n'y a pas d'arête ou de métal à l'intérieur. Ce n'est qu'après qu'on les passe à l'étiqueteuse et qu'on leur appose le célèbre logo Bumblebee. Toutes les boîtes Bumblebee arborent le label « Sans risque pour les dauphins ». Ce label a été créé en 1990, quand les 3 plus grandes entreprises de thon, Starkist, Bumblebee et Chicken of the Sea, se sont engagées à ne plus acheter, transformer et revendre du thon pêché avec une méthode qui nuit intentionnellement aux dauphins. Le National Marine Fishery Service a validé nos méthodes et le capitaine peut garantir qu'aucun dauphin n'a été capturé avec nos thons. Bumblebee est le numéro 2 national par ses ventes, derrière Starkist, qui tient environ 31% du marché. Et bien que les ventes de thon en boîte ont connu un déclin général depuis une dizaine d'années, la crise économique récente a permis un nouveau pic de vente avec le retour du panier repas au travail. Le thon en boîte est le seul produit de la mer consommé régulièrement au repas de midi. Parmi les Américains qui mangent du thon, 83% le consomment au repas de midi. Depuis des générations, le thon est un aliment irremplaçable des sorties en famille. Il est polyvalent, délicieux et plein de nutriments excellents pour la santé. Parmi ses bienfaits, il est prouvé que le fort apport en protéines peu grasses et l'apport en acides gras de type oméga 3 réduisent les risques de maladies cardiaques. On se rend compte aujourd'hui que les consommateurs ne mangent pas suffisamment de poisson. En dépit de ses immenses bienfaits pour la santé, le thon ne se consomme pas sans risque. Les thons sont des prédateurs. Ils se nourrissent de toutes sortes de poissons plus petits et de calamars et ingèrent par ce biais de nombreuses toxines présentes chez leurs proies. C'est comme ça que le mercure remonte la chaîne alimentaire jusqu'au thon. La plupart des gens ne se méfient pas du mercure présent dans les aliments.
L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux et l'Agence américaine de protection de l'environnement recommandent cependant aux femmes déjà enceintes ou qui veulent le devenir, aux mères qui allaitent et aux jeunes enfants de se limiter à 340 grammes de poisson par semaine, toutes variétés confondues. Même celles qui présentent un faible taux de mercure comme le thon en boîte. Il reste toutefois une région du monde où la demande de thon ne tarit jamais. Cette appétence a donné le jour à un business de plusieurs milliards de dollars. Le thon s'adresse à toutes les classes sociales. On peut en manger à petit budget dans un sandwich ou payer 75 $ la tranche dans un restaurant de sushi luxueux. On trouve les thons les plus chers du monde dans ce marché aux poissons japonais. Il n'existe aucun endroit qui vende plus de poissons que le marché Tsukiji de Tokyo. 4 milliards de dollars sont échangés chaque année sur ce marché. Dans ces 26 hectares, on trouve toutes les créatures marines possibles et imaginables. On y vend des palourdes, des crabes, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, des moules, toutes les sortes de poissons possibles, mais aussi des algues, des œufs de poisson, enfin tout. Mais l'attraction principale du marché de Tsukiji, c'est la vente des thons aux enchères. Six jours par semaine, environ 1000 thons rouges sont vendus aux enchères dans plusieurs salles de la taille d'un gymnase. Les poissons de toutes les provenances arrivent au Japon dans les 24 heures qui suivent leur capture. Certains sont conservés dans de la glace, d'autres ont été congelés à bord des navires. On reçoit de plus en plus de poissons, c'est donc ici que les prix sont fixés. C'est d'autant plus le cas que plus de 100 pays exportent vers Tsukiji de nos jours. Les Japonais pensent que le mets le plus délicat qui soit est la chair du ventre d'un thon rouge, une chair bien grasse. Les prix sont donc exorbitants au Japon et dans le reste du monde par effet de boule de neige. Le ventre du thon, aussi appelé toro, est le morceau le plus cher sur le poisson. On l'utilise pour les sushis et les sashimi, ce qui fait du thon rouge le poisson le plus recherché de tous. Les meilleurs cuisiniers du monde arrivent dès 4 heures du matin pour inspecter les poissons avant de les acheter. Ils les glissent sur le côté pour observer le ventre. La couleur de la chair indique la proportion de gras. Plus il y en a, mieux c'est. Les acheteurs se servent de lampes torches pour observer la chair. Ils en frottent aussi de petits morceaux entre le pouce et l'index pour mieux sentir la qualité du gras. On essaie d'imaginer la qualité générale du poisson en regardant certains morceaux de plus près. Si la chair est lisse, si elle présente beaucoup de gras ou si elle garde longtemps sa couleur. Voilà ce qu'on regarde. Tsunenori Lida achète du thon rouge depuis presque 50 ans. Sa famille et lui travaillent dans ce domaine depuis 7 générations. Les commissaires-priseurs et les acheteurs ont développé un langage des signes bien à eux. Ça veut dire 1000 yens le kilo. Ça, 10 000 et ça, 100 000. Quand on tend la main ouverte, c'est qu'on vend. Quand on la referme, on achète. Un thon rouge se vend généralement entre 2000 et 20 000 $. En 2001, un spécimen a été vendu aux enchères à Tsukiji pour un prix record de 173 600 $. Tsunenori Lida achète du thon pour plus de 450 établissements au Japon.
Le thon est le plat principal des restaurants de sushi. Ils ne peuvent pas s'en passer. Peu importe ce qu'il se passe, il est absolument impensable de dire à un client « Nous n'avons pas de thon aujourd'hui, désolé, c'est tabou ». Le tolo est réservé aux plus fortunés. Mais le reste du poisson est découpé et revendu en morceaux moins coûteux. Au Japon, même les sushis les moins chers sont faits avec du thon rouge. Ceux qu'on trouve dans les centres commerciaux et les grandes surfaces aussi. On ne mange pas spécialement de thon rouge aux États-Unis. Les thons utilisés dans les sushis, les sashimi, les steaks de thon et les carpaccio sont généralement des bonites ou des thons obèses. Les Japonais ne sont pas les premiers à avoir découvert les vertus du thon rouge. Dans la Rome antique, les soldats partaient au combat le ventre et le sac de victuailles rempli de thon rouge séché. 2000 ans plus tard, les adeptes de la pêche au gros tels que Zane Grey et Ernest Hemingway se sont pris au plaisir de le pêcher. Ce sont les débuts de la pêche sportive. Le thon a sans doute été attrapé lors de compétitions au début, parce qu'auparavant, les gens ne capturaient que les poissons dont ils se nourrissaient. Au début du XXe siècle, la chair rouge de ce thon était considérée impropre à la consommation. De nombreux pêcheurs sportifs payaient pour qu'on les débarrasse de l'énorme carcasse, devenue inutile une fois le cliché pris. Hop, je l'ai eu! Il fait pas son poids. La population du thon est en déclin, mais la pêche sportive n'en est pas la cause. Et avec le temps, les gens ont commencé à manger du thon rouge et les pêcheurs commerciaux ont ensuite trouvé un moyen de les attraper en très grande quantité. C'est seulement au cours des 30 dernières années que la demande de thon rouge a atteint de tels sommets. Il y a bien des pays du bassin méditerranéen. En fait, tous les pays méditerranéens possèdent une industrie du thon. Ils les capturent à la Seine quand ils sont encore jeunes. Les poissons sont ensuite mis dans des enclos et nourris jusqu'à atteindre la taille adulte avant d'être tués. La quasi-totalité d'entre eux sont envoyés au Japon. Cette course effrénée au thon rouge a de graves conséquences. Notre stratégie de pêche a une faille sérieuse. Les jeunes thons qu'on capture ne sont pas encore arrivés à maturité sexuelle. Si on capture toute la population en âge de se reproduire, il ne restera bientôt plus beaucoup de poissons dans les océans. Le thon ne se reproduit que dans des conditions particulières qui ne sont pas réunies dans les enclos. La population de thon en Méditerranée a donc drastiquement diminué. Malheureusement pour lui, le thon rouge a une forte valeur marchande. Quand un poisson vaut 100 000 $ pièce, on peut être sûr que l'espèce sera soumise à une pression énorme et pêchée jusqu'à ce qu'elle disparaisse des étals. C'est ce qui se passe pour le thon rouge. Les quotas de pêche internationaux sont très largement ignorés, de même que les lois qui interdisent les avions de repérage. La situation est si grave que même cet acheteur de poissons chevronné se rend compte du problème. Si vous voulez mon avis, on devrait réduire nos prises de moitié dans le monde entier. Il en va de l'avenir de nos enfants. Les thons rouges sont les victimes emblématiques de la surpêche. Leur nombre a décliné de plus de 90% ces dernières décennies. L'espèce est vraiment au pied du mur. Certains experts déclarent qu'au rythme où ils sont pêchés, les thons rouges se seront éteints avant 10 ans. Mais le gros poisson a aussi des amis. Tu l'as, tu l'as! Certaines personnes travaillent à sauver les plus grands et les plus rapides de tous les thons. C'est une course pour la survie du thon rouge. Face à la menace bien réelle de la disparition du thon rouge, certains se mobilisent. Ça a l'air bon. Allez, vas-y. Le docteur Barbara Bloch et une équipe de scientifiques motivés de Monterey en Californie sont à la tête du mouvement. Ici, au Centre de protection et de recherche sur les thons, on garde les thons en captivité pour observer leurs habitudes et leur fonctionnement. Ça nous permet de mieux comprendre les besoins biologiques du thon rouge. C'est la clé pour répondre à des questions basiques, ce qui nuit à l'animal notamment.
Comprendre ce qui nuit au thon rouge implique d'étudier toutes sortes de sujets. La quantité d'énergie dépensée par le thon à chaque battement de nageoire, ou la façon de déterminer le sexe d'un spécimen et son lieu d'origine. Il y a notamment au centre un bâtiment de 8000 m² qui abrite des bassins remplis de thon rouge. Tu l'as. Le Dr Block et son équipe sont les pionniers en matière de balisage électronique des espèces marines à l'état sauvage. Joli poisson! Wouhou! On ne sait pas où vont les thons rouges une fois dans l'océan. C'est un grand mystère. On a du mal à les suivre parce qu'ils respirent avec des branchies. Ils n'ont pas besoin de remonter à la surface. On a donc eu l'idée d'insérer dans les thons de petits ordinateurs qui fonctionnent sur batterie. Grâce à ces mouchards, on est capable de suivre leurs allées et venues pendant 5 ans. Cela nous apporte des informations très importantes. Ces 15 dernières années, le Dr Block et une équipe de scientifiques et de pêcheurs se sont rendus dans le Pacifique et l'Atlantique chaque année au nom de la science. Grâce à leur fondation, Teg Giant, les membres de l'équipe ont attrapé et marqué plus d'1 millier de thons rouges. Ils se servent de 2 types de balises. Le premier est une balise archive implantée dans l'abdomen des thons et programmée pour enregistrer la température du corps des thons et la profondeur. Tandis que des capteurs extérieurs enregistrent la température de l'eau et le degré de luminosité. Chaque jour, on a pu relever les heures de lever et de coucher du soleil afin de localiser les thons. Comme les marins qui naviguent sur l'océan, on calcule ensuite la position des animaux sur Terre avec des équations mathématiques complexes, en recoupant avec la température des eaux. Le problème principal des balises archives, c'est que pour récupérer les données, il faut que le poisson soit attrapé par un pêcheur qui renvoie la balise au centre. 1 000 $ sont offerts à quiconque renvoie une balise en Atlantique et 500 $ pour celle récupérée dans le Pacifique. À ce jour, les balises archives leur sont parvenues de plus de 20 pays différents. Le second type de balises sont les balises Argos. Elles enregistrent les mêmes données que les balises archives, mais sont plus facilement accessibles, même quand le poisson n'est pas capturé. Les chercheurs attachent la balise satellite au dos des poissons avec un dard. À un moment programmé à l'avance entre 30 jours et 1 an, une impulsion électrique détruit le fil qui relie la balise au dard et la libère. Elle remonte ensuite à la surface et envoie les données enregistrées à un satellite. Avec cette balise, on dévoile les secrets de l'océan. On découvre les principaux couloirs marins, les déserts majeurs et les chemins pour les traverser. On sait par où passent les poissons, où ils se rassemblent, où sont les carrefours et les oasis de l'océan. Les recherches du Dr Block ont déjà donné des résultats surprenants. Elle a identifié 2 groupes distincts de thons rouges en Atlantique, qui se déplacent tous deux sur de très grandes distances. La plus grande partie de l'année, les groupes se mélangent dans les portions de l'Atlantique où ils se nourrissent. Mais pendant une certaine période au printemps et en été, les poissons matures retournent dans leur berceau natal, situé soit en Méditerranée, soit dans le golfe du Mexique. Si on a des quotas élevés en Europe, par exemple, mais que les quotas sont très bas pour la pêche aux États-Unis, c'est parce que c'est là que les groupes se mélangent. On se rend compte qu'il faut faire travailler les pays de l'Atlantique main dans la main pour protéger les ressources restantes. Grâce au travail de nos scientifiques au Centre de protection et de recherche sur le thon, on en sait beaucoup plus sur les migrations de ces animaux. On a la connaissance nécessaire pour mieux les gérer. Il ne nous manque plus que le courage d'appliquer ces découvertes. Le courage ne suffira pas. En 2008, WWF a demandé l'arrêt complet de la pêche au thon rouge en Méditerranée. Au lieu de ça, l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation des thons d'Atlantique, a approuvé des quotas tout à fait excessifs, contre les recommandations de ses propres scientifiques. Et on retombe donc dans la surpêche. Il faut vraiment que ça cesse, sinon on va perdre cette espèce.
Heureusement, si un certain entrepreneur australien a le dernier mot, le thon rouge aura un bel avenir devant lui. Et les autres espèces de thon aussi. Car que se passerait-il si on poussait le thon rouge à l'extinction? On sait depuis longtemps déjà qu'éliminer le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas particulièrement judicieux. Nous sommes en train d'altérer fondamentalement les écosystèmes océaniques en éliminant les grands prédateurs. À force de décimer ainsi chaque échelon, on va bientôt devoir se réjouir de la prise de simples méduses. Certains espèrent qu'une version modifiée du processus qui décime les thons rouges et les autres espèces de thon permettra de les sauver. La domestication à grande échelle des océans. Une analogie rapide avec le continent. On a cessé de chasser les animaux sauvages pour les vendre au marché il y a des centaines d'années. Tout ce qu'on mange aujourd'hui provient de l'agriculture. S'il reste encore des aliments en dehors de ce circuit, ils sont en quantité négligeable. Dans les océans, on continue de chasser pour le marché. Mais la moindre des choses, ce serait de le faire de manière durable. C'est bien là le problème. En particulier pour les espèces comme le thon rouge. L'avenir en matière de produits de la mer, c'est l'élevage de poissons et l'aquaculture. L'aquaculture représente actuellement 40% de la consommation de poissons mondiale. Et des élevages de thon sont apparus dans divers endroits. La Méditerranée, le Mexique et le sud de l'Australie. Un élevage de thon, c'est en gros un parc d'engraissement marin. Les thons sont capturés, engraissés dans des enclos, abattus, puis vendus. En raison de leur appétit énorme, il leur faut chacun environ 7 kg de nourriture pour gagner 500 grammes. Mais s'il ne reste aucun thon à capturer, c'est l'arrêt de mort des entreprises et de l'espèce. La solution miracle, ce serait de réussir à élever des thons à partir des œufs. Personne n'a encore mis au point de méthodes qui permettent l'élevage du thon dès l'œuf. Mais il y a des progrès, au sud de l'Australie notamment. À Clean Seas Tuna Limited, Hagenster, le directeur, a passé plusieurs années à chercher des techniques pour élever le thon en captivité. Je me suis intéressé à la reproduction des poissons. Ça a marché avec d'autres poissons et les scientifiques ne parlaient que de ça. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'avec un peu de chance, on arriverait peut-être à refermer le cycle de vie des thons rouges. Hagen a plus de 20 ans d'expérience dans l'élevage de thon rouge en Australie et dans la Méditerranée. Son désir de protéger l'avenir de l'espèce prend racine dans les erreurs commises par le passé. Nous sommes devenus avides. On a été si arrogants quand on s'est aventuré sur la Méditerranée. Malheureusement, tout le monde s'est mis à l'élevage de thon et il n'en reste plus désormais. Si je me projette dans 5 ou 10 ans, il est possible qu'on ne puisse plus capturer de thon sauvage en Australie non plus. L'avenir, c'est la reproduction. Clean Seas a déjà réussi à faire se reproduire 2 autres espèces, les thasards et les maigres. Les chiffres sont stupéfiants. Clean Seas produit plus de 4000 tonnes de thasards et de maigres élevés en aquaculture chaque année. Il se concentre maintenant sur le thon. En 2005, ils ont fait construire une alvinière hautement surveillée dans une petite ville d'Australie pour 18 millions de dollars. Le bâtiment abrite un bassin de 3000 mètres cubes qui s'efforce de recréer les conditions idéales pour la reproduction. Les contrôles sont si stricts que même notre équipe a dû filmer le complexe de loin. Ce qu'on essaye de faire avec le thon, on pourrait dire qu'on essaie de reproduire l'océan sur Terre, avec des thons dedans. On veut les faire se reproduire dans un complexe sur Terre. Les scientifiques peuvent régler la luminosité des bassins grâce à l'outil informatique pour imiter la course du soleil. Ils peuvent également régler la température de l'eau sur celle des mers où les thons se reproduisent. On parle de manipulation des poissons. On essaye de leur faire croire qu'on est à un certain moment de l'année pour déclencher différents comportements. Se reproduire, migrer ou manger. En 2008, 16 mâles et femelles arrivés à maturité sexuelle ont été amenés dans l'alvinière par hélicoptère.
Tous leurs faits et gestes sont suivis par 4 caméras immergées. Voici la salle de contrôle de l'alvinière pour thon rouge de Clean Seas Limited. C'est ici qu'on surveille les poissons. On observe leur comportement, leurs réactions au cours de la journée, pendant la parade amoureuse, quand le soleil se lève ou se couche. Quelques semaines après leur arrivée, des couples ont commencé leur parade amoureuse. On a ici un comportement de parade. Le mâle est juste derrière la femelle. Il attend qu'elle ponde des œufs. Sa poche ventrale est pleine de sperme. Dès que les œufs sortent, il est prêt à les féconder. Les parades se sont poursuivies pendant des mois, sans résultat tangible. On a passé les 3 derniers mois à chercher la moindre trace d'œufs dans le bassin, mais rien. On avait pourtant pu observer des comportements de parade amoureuse. Et soudain, une percée. Dans ce clip exceptionnel de Clean Seas, on peut voir le poisson émettre un petit nuage de sperme. Et ça n'a pas manqué. Quand on est arrivé le matin, on est allé voir et ils étaient là. On avait des œufs dans le bassin, c'était incroyable. Vous savez, c'est vraiment un grand succès pour notre équipe. On a pu récupérer les œufs. C'est aussi un accomplissement en soi, au vu de la taille du bassin. On les a récupérés et nettoyés avant de les incuber. Ils ont éclos et on a eu des alevins de thon rouge sur le site. Clean Seas a réussi à garder les alevins vivants 5 jours. Ils se sont maintenant alliés à une équipe de scientifiques japonais et espèrent bien pousser le processus d'élevage à l'étape suivante. Le meilleur est encore à venir. Nous ne faisons que commencer. On réussira à élever le thon rouge, c'est sûr et certain. Si Clean Seas réussit à produire suffisamment de thon rouge pour les besoins du marché, le thon rouge et les autres espèces de poissons ne seront plus en danger d'extinction. En attendant, les experts exhortent les consommateurs à être plus attentifs dans le choix du thon qu'ils achètent. Le thon est très répandu. On en trouve partout dans le monde, de nombreuses espèces. Certaines sont vraiment en danger, comme le thon rouge. Mais ce n'est pas lui qu'on mange dans le sandwich de thon classique. Il y a d'autres espèces, la bonite et le thon albacore, qui se portent bien mieux. On recommande plutôt d'acheter du thon blanc de la côte ouest des États-Unis ou de Colombie-Britannique au Canada, pêché à la canne avec des appâts vivants. Quand elle est bien maîtrisée, cette technique ne fait que très peu de victimes collatérales chez les autres espèces. Si je devais vous donner un conseil là, tout de suite, ce serait celui-ci. Les gens devraient demander à leurs restaurateurs et à leurs fournisseurs « Quel type de poisson vous avez là? Qu'est-ce que je suis en train d'acheter ?» Le thon est consommé depuis l'Antiquité. L'avenir de ce poisson parfaitement adapté à son environnement est entre nos mains. Il faut espérer que la science, la sensibilisation des consommateurs et la coopération internationale permettront aux différentes espèces de thon de rester en bonne santé et de se reproduire encore des milliers d'années.